Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue pour la preview du Grand Prix d'Autriche. Attention, c'est un grand moment puisque la team originelle est reformée. Je suis en compagnie d'un homme qu'on n'avait pas vu depuis longtemps avec moi dans cette émission, Aurélien Attard. Aurélien, comment vas-tu ? Yes, Clément, écoute, ça va très très bien. Je suis ravi justement de reformer cette équipe aujourd'hui. Alors, c'est vrai que depuis le temps, on avait fait des previews, des reviews chacun de son côté, mais tous les deux ensemble, ça fait très longtemps. Et on va s'atteler à ce Grand Prix d'Autriche qui suit un Grand Prix de France, tu l'as débriefé, assez morne. C'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, commençons déjà par présenter cette piste. Alors, que peux-tu nous dire sur cette piste du Red Bull Ring ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un circuit qui a un passé, qui a une histoire avec la Formule 1, puisque la première édition d'un Grand Prix sur ce circuit, ça remonte à 1970. Bon, bien sûr, la configuration n'était pas la même, il était un petit peu plus rapide, un petit peu plus long aussi. Mais bon, depuis 97, c'est le même circuit au final. Voilà, entre 97 et maintenant, c'est la même piste. C'est une piste assez courte. Il me semble que c'est la deuxième piste la plus courte du calendrier, juste derrière, juste après Monaco. Mais c'est un circuit assez sympathique, franchement. Après, j'ai pas souvenir des dernières éditions où il s'est vraiment passé quelque chose, mais bon, en même temps en Formule 1 il ne se passe plus grand chose actuellement et c'est bien heureux, mais en tout cas voilà, le circuit, le Red Bull Ring comme on doit l'appeler, c'est un circuit assez sympa, un peu à l'ancienne au final, parce qu'il y a pas mal d'herbe, pas mal de gravier, pas beaucoup de zones de dégagement mis à part, asphaltées mis à part dans le premier et le dernier virage. Voilà, un circuit un petit peu rapide, il y a des longues lignes droites, un petit peu technique aussi, surtout le deuxième secteur. Il y a une carte du circuit à l'écran, vous pouvez le voir. Le deuxième secteur, c'est assez technique, donc il y a un peu un compromis à trouver dans les réglages et c'est toujours très intéressant. Ouais, et puis c'est un circuit aussi à beaucoup d'élévation entre le point le plus bas et le point le plus haut de la piste. Enfin, c'est un circuit avec beaucoup de dénivelé, c'est assez sympa. Et c'est surtout un circuit sur lequel, depuis son retour au calendrier en 2014, depuis ce resurfaçage qui a eu lieu vers 2012, on a énormément d'épreuves qui s'y déroulent pendant l'année. C'est un des circuits les plus occupés de l'année, donc une piste qui ne sera pas sale au moment où on va arriver à la fin, puisqu'on a eu depuis le début de l'année des GT, des Formule 4, des GT4, toutes sortes de voitures qui sont arrivées. Concentrons-nous sur l'écurie à qui appartient ce circuit, l'écurie autrichienne Red Bull, qui court à la maison, qui l'an dernier avait fait un excellent résultat. Alors selon toi, peuvent-ils rééditer ça cette année ? Non, tout simplement, on va être honnête. Coupons court tout de suite. Court, bien sûr. Déjà l'année dernière, c'était un petit peu miraculeux parce qu'il a fallu compter sur 2 abandons Mercedes pour voir, et surtout une méforme des Ferrari pour voir Red Bull s'imposer. Mais bon, cette année, c'est clairement compliqué déjà parce que Red Bull n'a pas autant l'avantage sur Ferrari qu'auparavant, et puis aussi parce que Mercedes est beaucoup trop forte. Donc, à mon avis, c'est possible de voir une Red Bull sur le podium. Mais bon, une victoire de Red Bull, voilà. On va pas dire que c'est impossible, parce que rien n'est impossible, mais c'est hautement improbable. Alors, j'ai envie de te poser une petite question. On l'a vu dans le passé, notamment avec Honda sur le circuit Suzuka ou avec Toyota sur le circuit Fuji. Est-ce que c'est réellement un avantage de courir à la maison aujourd'hui en F1 ? Non, je te dis non, parce qu'il y a l'interdiction des essais privés dans la saison, et même hors saison, c'est très réglementé. Donc, non, mis à part du branding et peut-être un petit peu plus de spectateurs qu'à l'accoutumée, bon, ça change pas grand-chose. Après, il y a le facteur Verstappen qui doit rentrer en compte quand même, parce qu'il y a beaucoup de fans néerlandais qui se déplacent sur ce circuit, ainsi que sur le circuit de Spa. Et il n'y a qu'à voir à Spa, Verstappen est toujours un petit peu plus agressif que d'habitude. Donc je pense que l'avantage pour Red Bull, c'est d'avoir les supporters de Verstappen justement qui vont se déplacer en masse ce week-end. Effectivement, des supporters qu'on voit très présents, la marée orange qu'on voit toujours sur ces 2 Grands Prix. On va faire un petit point sur le classement. Alors, mais évidemment, en début de saison, on parlait beaucoup de la lutte Ferrari, Mercedes, Red Bull. Plus la saison passe et moins on va en parler, puisque plus les positions vont être figées. Et on va un peu regarder vers l'arrière de la grille. On a souvent dit que c'était une lutte à 6 pour la 4e place.
Aujourd'hui, plus que jamais, après les Grands Prix du Canada et de France, ça a l'air d'être une lutte à deux entre Renault et McLaren qui ont l'air de se détacher quand même par rapport aux 4 autres écuries. Oui, bah, c'était assez brouillon sur les 2-3 premières courses de la saison. On ne savait pas trop qui allait se démarquer pour la place de quatrième force. Oui, là maintenant c'est assez clair que ça va se jouer jusqu'à la dernière manche à Abu Dhabi entre McLaren et Renault. C'est assez sympa parce que les deux ont au final le même moteur. Donc ça va se jouer plutôt au niveau du châssis et au niveau de la performance des pilotes. Donc c'est une lutte qui est très intéressante, qui va être très intéressante à suivre. Mais bon, là c'est encore assez tôt pour que je puisse me prononcer en disant voilà, qui va finir devant l'autre. Je sais pas quel est ton avis sur le sujet d'ailleurs. Bah écoute, moi j'ai du mal encore à me prononcer. J'ai l'impression que le facteur déterminant, et tu vas me dire si je me trompe, c'est Nico Hülkenberg qui pour l'instant ne fait pas la saison qu'il doit faire. Et c'est pour ça aussi que Renault a un peu de retard sur McLaren. Alors bien évidemment il n'est pas largué par son coéquipier au championnat pilote puisqu'ils ont le même nombre de points, mais si on regarde la course de ce week-end, Ricciardo ne marque pas de points à cause des pénalités. Finalement sinon il devait dominer son coéquipier, il le domine souvent en qualif. Donc c'est vrai qu'on a un manque de performance de Nico Hülkenberg qui a pu marquer des points par chance ce week-end, mais qui restait sur une longue série de Grand Prix sans points avant le Canada. Donc c'est vrai que si Hülkenberg se réveille, je pense que la machine Renault passera à terme devant McLaren. D'ailleurs, c'est le fournisseur de moteurs McLaren, donc il n'y a pas de raison pour lesquelles ils pourraient leur donner leurs évos. Je pense qu'ils les garderont une course avant à chaque fois pour se permettre ce petit avantage. Donc pour moi c'est le facteur déterminant. Si Nico Hülkenberg ne se réveille pas d'ici la fin de saison, ce dont je doute bien évidemment, McLaren a une bonne chance de rester devant. Mais moi du coup je parierais sur Renault avec un réveil de Hulk. C'est vrai que Hülkenberg est assez transparent. Bon, en même temps, avoir Ricciardo comme équipier, c'est pas vraiment une chose facile. Mais de l'autre côté, la paire de pilotes McLaren est assez complémentaire. Je suis vraiment très agréablement surpris par Norris, qui d'ailleurs pointe derrière les pilotes Renault au championnat. Mais bon, on sait qu'il a connu et qu'il connaît encore pas mal quelques déboires, bien sûr. Et puis c'est un rookie surtout, c'est sa première saison dans l'élite. Et pourtant, il fait preuve d'une très belle maturité. Voilà, des 3 rookies. Pour faire une petite parenthèse dessus, franchement, je mettrais Norris en révélation devant Albon, qui ne démérite pas, bien sûr. Bon, Russell, c'est assez dur de le classer, malheureusement. Et Russell, qui depuis 2 Grands Prix, commence un peu à perdre son avantage sur Kubica. Alors attention. Oui, c'est vrai. Bon, en même temps, je pense qu'il doit avoir un petit peu de manque de motivation, ce qui est tout à fait normal quand tu sais que dès le début du week-end, dès les premiers essais libres, tu sais que ta meilleure place, ça ne peut être que 19e. Quoi. Effectivement. On va parler de la lutte pour la 6e place au classement constructeur, puisque c'est là où l'incertitude se fait toujours. Une 6e place qui est pour l'instant à jouer entre Racing Point, Alfa Romeo, Toro Rosso et Haas. Il n'y a que 3 points d'écart entre le 6e Racing Point et le 9e Haas. Alors, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est vrai qu'on a vu ces 4 écuries au fur et à mesure de la saison être en lutte pour ces places-là, même pour la 4e place, il faut être honnête. Et même si aujourd'hui Renault et McLaren se attachent un petit peu, ces 4 écuries continuent de se battre pour la 6e place. Alors on a vu un temps donné Alfa Romeo comme meilleur team, notamment sur les 2 premières courses. On a vu ensuite Racing Point reprendre du poil de la bête. On a eu un moment espoir que Toro Rosso reprenne la main après d'excellents Grands Prix lors du retour en Europe. Et aujourd'hui, on se demande qui finalement peut garder l'avantage lorsqu'on regarde le classement constructeur, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre eux tous. Alors si on regarde le classement pilote, finalement c'est Kimi Raikkonen qui est devant pour Alfa Romeo et Kevin Magnussen qui est qui est en 2e position pour Haas. Alors Haas n'est pas aidé par le coéquipier de Kevin Magnussen, Romain Grosjean, qui a eu beaucoup de malchance, en témoignant encore son abandon au Grand Prix de France ce week-end. Mais voilà, je te pose la question, qui vois-tu terminer 6e ? Écoute, plus que pour la 4e force, c'est vraiment très 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 compliqué de définir une 6e force. Actuellement, c'est impossible même de définir une hiérarchie claire de la 6e à la 9e place, tant c'est assez
vraiment, vraiment compact. Un week-end, c'est l'un qui va performer plus que l'autre, et puis ça va changer au fil des courses. Voilà, à l'heure actuelle, j'aurais tendance à dire qu'Alfa Romeo a l'avantage sur les autres, d'une part parce que Giovinazzi commence à se réveiller, ce qui est assez surprenant d'ailleurs. On pensait que après son début de saison complètement catastrophique, il allait couler, se faire dominer par Raikkonen. Et ben non, ça fait plusieurs fois qu'il atterrit en Q3 et qu'il devance même Raikkonen dans l'exercice. Bon, en course, ça reste encore un petit peu difficile, mais il a pas souvent les bonnes stratégies. Mais après, c'est assez tendu aussi. Racing Point est quand même bien revenu dans la course après les déboires de la saison 2018 et tout ça. Donc il leur manque quelque chose quand même à l'heure actuelle. Il leur manque quelque chose. À mon avis, ce qui leur manque avant tout, c'est un bon deuxième pilote. Mais bon, il leur manque aussi un petit peu de performance au niveau du châssis. Et bon, voilà, ça c'est vraiment les deux forces en présence qui se distinguent vraiment assez clairement, très bien. Toro Rosso, bien sûr, ils peuvent créer la surprise, mais eux c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, ils grappillent des points, bien sûr, ils marquent souvent des points, mais bon, c'est un point par-ci, 2 points par-là, pas grand-chose quoi au final. Et aussi ils commencent à essuyer des pénalités. Voilà, Honda commence un petit peu à taper dans la fiabilité. Bon, en même temps il fallait s'y attendre, c'est du Honda quoi. Donc le reste de la saison va être un petit peu compliqué. Là, t'as Kvyat qui a essuyé 10 places de pénalité en France. En Autriche, ça va être Albon qui normalement va rouler avec la Spec 3 du moteur Honda et donc du coup va devoir manger 10 places aussi. Donc bon, Toro Rosso, voilà, sur la distance, en fait sur la durée, je ne les vois pas finir 6ème. Et As, bon, ça c'est vraiment le gâchis de cette saison. Très franchement, je ne comprends pas ce qui se passe. Ils ont la voiture pour être 6ème, voire même taquiner Renault et être devant Renault. Mais bon, il y a quelque chose qui cloche, qui ne tourne pas rond au final. Encore une fois, c'est assez difficile à dire. Eux, ils accusent les pneus depuis le début de la saison. Ils disent que c'est les pneus. Mais bon, les pneus, c'est les mêmes pour tous. Donc bon, je suis pas vraiment convaincu sur le sujet. Et puis tu fais bien de le rappeler pour Toro Rosso. C'est vrai qu'on sait que lors de la 3e partie de la saison, notamment lorsqu'on arrive sur les Grands Prix asiatiques, c'est là où le moteur Honda commence à faire tomber les places de pénalité, qu'on voit souvent les voitures équipées de ce moteur partir dernière, voire des stands. Donc à ce moment-là, ça sera compliqué pour Toro Rosso de lutter. Je te propose de passer au duel entre coéquipiers et au pari pour ce Grand Prix d'Autriche. D'ailleurs, je vais commencer par ton pronostic pour ce Grand Prix d'Autriche. Quel est ton podium et quel est ton driver of the day pour ce Grand Prix d'Autriche ? Alors, je vais surprendre, mais je vais dire victoire de Bottas. Parce qu'il est impatient en Autriche, il est toujours assez performant. Il avait signé la pole en 2018, je crois. Il avait gagné en 2017. Donc, et surtout après les revers du Canada et de la France, il faut vraiment qu'il se réveille. Il faut vraiment que ça soit en Autriche, sur un circuit où il est naturellement bon. Donc je mettrai Bottas devant Hamilton, parce que voilà, doubler Mercedes c'est limite obligatoire. Et en 3e homme, je mettrai Verstappen justement parce que voilà, c'est l'effet Verstappen avec ses supporters et tout ça, le Red Bull Ring, et j'en passe, des meilleurs. Et ton driver of the day ? Et mon driver of the day, tu fais bien de le dire. Si c'est pas Bottas, parce que du coup je le mets vainqueur et d'habitude il le file à celui qui va gagner. Non, je vais la jouer safe et je vais dire Bottas plutôt qu'un pilote du milieu de grille. Écoute, moi je vais inverser tes 2 premières positions. Je vais mettre Hamilton vainqueur devant Bottas. Je te suis sur Verstappen 3ème que je mets du coup comme driver of the day. On sait jamais, peut-être qu'une course à la Mad Max, mais c'est vrai que le pilote vainqueur comme driver of the day, c'est souvent la vérité. Les duels entre coéquipiers très chers, bien évidemment, encore une fois dans l'ordre du classement constructeur. On commence par Mercedes. Du coup Bottas. Du coup Bottas, bien sûr. Du coup Bottas, et du coup moi Hamilton forcément. Chez Ferrari.
Ah, c'est de plus en plus dur. En début de saison, on avait tendance à mettre systématiquement Vettel devant Leclerc, mais depuis quelques courses, bah, c'est un petit peu l'effet inverse qui se produit. Leclerc, un peu à la mode 2014 justement, avec Vettel et Ricciardo chez Red Bull, bah, c'est Leclerc qui devance son équipier beaucoup plus expérimenté et champion du monde. Bah, allez, je mets Leclerc. Soyons fous, je mets Leclerc devant Vettel. Allez, j'ai noté Leclerc moi aussi. Chez Red Bull. Chez Red Bull, bah, Verstappen devant aussi, Gasly. Voilà, chez McLaren. C'est simple. Chez McLaren, très compliqué chez McLaren. Très compliqué. Je mettrais Sainz à l'expérience. Je vais mettre Norris pour cette semaine. Chez Renault. Chez Renault, Ricciardo. Là aussi, ça coule de source. Sauf si voilà un pépin mécanique. Voilà, ça peut toujours arriver. Je crois que Hülkenberg avait flambé son moteur l'année dernière en Autriche. Je suis même pratiquement sûr. Donc voilà, Renault et la fiabilité, on sait que bon, c'est assez compliqué. Mais bon, je mettrai quand même Ricciardo devant Hülkenberg. Écoute, je vais mettre Hülkenberg. Je vois bien Ricciardo abandonner sur le circuit de son ancienne écurie dans la malchance de sa saison. Mais à la rigueur, ça serait plutôt Ricciardo. Allez, je mets Hülkenberg. Chez Racing Point. Perez. Ça, c'est là aussi cool de source. Sergio Perez, on est d'accord. Chez Alfa Romeo. Hey, chez Alpha, bon, je vais pas tout de suite mettre Giovinazzi devant Raikkonen, mais ça va pas tarder. Un de ces quatre, je sens que je vais le faire, mais pour l'instant, voilà, je vais continuer à parier sur Raikkonen. Ouais, Raikkonen, ça bouge pas. Je vois pas Giovinazzi marquer des points pour le moment, mais je peux me tromper. Chez Toro Rosso. Chez Toro Rosso, bah, si j'avais sous les yeux le résultat de la Formule 2 sur le circuit, comme ça je pourrais voir un petit peu les performances d'Albon sur la piste, je mettrais Albon. Mais comme je suis dans l'ignorance, ben, voilà, je joue l'expérience et je mets Kvyat devant Albon. Bah écoute, j'ai envie de mettre Alexander Albon pour ce week-end. Chez As. Chez As, là aussi c'est très, très dur. Grosjean avait bien performé sur ce circuit l'an dernier. Alors je sais pas si est d'habitude très fort en Autriche aussi, c'était juste un coup de peau, mais bon, je mettrai Grosjean devant Magnussen. Je mets Grosjean aussi. Et chez Williams. Chez Williams, Russell. Allez, tu sais quoi, je mets Kubica, on ne sait jamais. Écoute, on verra ce que ça donnera les résultats de ce Grand Prix. Visiblement, on a l'air assez d'accord sur un doublé Mercedes après Lord Vary, mais c'est vrai que c'est la tendance actuelle. Ça ferait, si jamais c'est le cas, la 9e victoire de Mercedes en 9 courses, ce qui est quand même pas à négliger, c'est quand même pas si mal que ça. Mercedes qui, à part au Canada, où ils se sont un peu loupés, puis à Monaco aussi, pas doublé, c'est pas très bien. Sinon, ils sont sur quand même un formidable run cette année, donc... Et c'est pas prêt de s'arrêter, c'est ça qui est dramatique. Et c'est pas prêt de s'arrêter. D'ailleurs, le Canada, c'était la seule course où on n'avait pas de Mercedes sur le podium. Donc voilà, cette saison va de mal en pis pour Ferrari et Red Bull. On les attendait bien mieux que ça. Enfin bref, on verra ce qui se passera sur ce circuit assez excitant du Red Bull Ring, où on espère une course pas trop morose, contrairement au Grand Prix de France de la semaine dernière, qui était une sieste en direct sur TF1. Bravo la pub pour la Formule 1, formidable. Aurélien, je te remercie d'avoir été là. Le retour du héros, le retour du guerrier, l'homme, l'oracle, comme on l'appelle dans le milieu. J'espère faire un carton là, pour ce Grand Prix niveau pronostic. Ça fait plusieurs courses que j'ai pas pu justement. Et là, je sais pas, je me sens en veine. Tu es notre oracle, on le sait. Et puis, on se retrouve après cette course pour la review. Profitez de ce Grand Prix et profitez de ce week-end de F1. C'est le 9e Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Autriche. Salut! Salut!